Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et Secrétaire, dans lequel je vais répondre à vos questions concernant mon parcours. Parce que vous êtes nombreuses à me questionner sur mon parcours, et comme ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, j'ai décidé de consacrer un épisode entier à mon parcours. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre intérêt. Et pour vous remercier, je vous offre gratuitement mon livre numérique La recette de la lettre de motivation gagnante, qui est un condensé de toute mon expérience en matière de rédaction de lettres de motivation et de recherche d'emploi, spécifiquement pour un poste de secrétaire médical. Donc télécharge-le, même si t'as pas encore commencé ta formation, télécharge-le quand même parce que je vais bientôt le rendre payant, donc dépêche-toi de le télécharger. Parce que compte tenu de la valeur qu'il apporte et des nombreux témoignages et des nombreux retours positifs que j'en ai eu, j'ai décidé de bientôt le rendre payant. Donc, première question, dans quelle structure travailles-tu? Donc, je travaille dans un hôpital. Ensuite, combien d'agents y a-t-il dans cet hôpital? Donc, il y en a à peu près 2000, un petit peu moins de 2000, je dirais. Combien de secrétaires médicales y a-t-il au sein de la structure? Donc il doit y avoir une soixantaine de secrétaires médicales si je dis pas de bêtises de mémoire, mais j'ai pas le chiffre exact. Combien de femmes et combien d'hommes? Alors moi je suis secrétaire médicale, donc agent médico-administratif. Donc à ma connaissance dans mon hôpital il n'y a aucun homme. En revanche, dans les comment on appelle ça, les adjoints administratifs, ne me demande pas pourquoi on appelle ça comme ça, je sais, c'est spécifique à l'hôpital, moi je n'en sais strictement rien. Donc dans les adjoints administratifs, donc c'est une partie des secrétaires médicales qui n'ont pas eu leur concours. Les secrétaires qui sont chargés de prendre les informations relatives à l'état civil et l'identité des personnes. Donc dans ces adjoints administratifs, il y a quelques hommes, mais vraiment très très peu. Quel est ton parcours professionnel? Donc moi, j'ai fait plusieurs métiers. Donc j'ai été... comment dire ça de manière pas trop péjorative? J'ai été agent d'entretien. J'ai travaillé en tant qu'agent polyvalent en fast-food, dans la restauration. J'ai fait plusieurs métiers comme ça et puis au bout d'un moment j'ai décidé de suivre une formation de secrétaire médical. Comment as-tu été recrutée? Alors en fait j'ai tout d'abord, dans le cadre de ma formation de secrétaire médical, j'ai fait un stage donc dans cet hôpital parce que c'était un des hôpitaux qui était le plus proche de chez moi. Donc à l'époque c'était pas le plus proche, mais c'était un des plus proches. Il y avait le métro et en fait c'était donc dans la métropole lilloise, il y a une partie du métro qui est complètement enterrée et il y a une partie qui est aérienne. Donc je me suis dit bon, si c'est l'hiver et qu'il neige, au moins je pourrais me rendre sur mon lieu de stage puisque comme c'est enterré, il n'y aura pas de problème par rapport à la neige. Donc je me suis dit, c'est peut-être la bonne structure, sachant que la personne qui partage ma vie, donc mon conjoint, travaillait déjà à l'époque dans cet hôpital. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer dans cet hôpital. Et puis si ça se passe pas bien, tant pis. Et puis si ça se passe bien, tant mieux. Il y aura quelques avantages. Donc j'ai fait ce stage et puis pendant 6 semaines. Et à l'issue de ce stage, quelques mois après avoir terminé ma formation, on m'a proposé un entretien pour un poste en CDD. Donc, quelle est ta formation? J'ai une formation SAMS, donc c'est secrétaire assistante médico-sociale. Ouais, c'est ça. Donc, secrétaire assistante médico-sociale à l'AFPA. Donc, l'AFPA qui, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Donc oui, bon. J'ai une question là qui me dit que
Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation qui me dit que j'ai eu un parcours un peu compliqué avec les formations de secrétaire médical. Donc oui, en effet. Je t'invite à regarder cette vidéo que je mets ici. Je mets un lien sur l'écran. T'as juste à cliquer pour voir. Je mets un lien dans la description. Qui explique vraiment mon parcours en détail parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Donc moi j'ai fait ma formation à l'AFPA et aujourd'hui j'ai du boulot, donc c'est pas la meilleure formation mais c'est quand même une formation qui permet d'obtenir un emploi. Pourquoi as-tu fait cette formation ? Parce que c'était un métier qui m'intéressait, donc il y a énormément de raisons, il y a énormément d'avantages dans le secrétariat médical, hein, ça on va pas se le cacher, c'est pas un salaire mirobolant, mais bon, il y a quand même des possibilités d'avoir un emploi stable, de ne pas travailler dehors, de ne pas travailler tout le temps debout, d'avoir des horaires relativement fixes pour avoir une vie privée, donc voilà, certains avantages qui m'ont donné. Puis l'intérêt pour le domaine médical, bien sûr, c'est quand même un truc, c'est quand même un domaine intéressant. C'est le médical, ça nous touche tous en tant qu'être humain. Le fait d'avoir du contact avec les gens, parce que c'est quelque chose que j'apprécie, donc le contact avec les patients, je suis quelqu'un qui a quand même de l'empathie, j'aime me mettre à la place des gens, donc c'était la voie toute tracée pour moi. Quelles sont tes activités et tes tâches principales? Donc moi, en fait, comme je te le disais, j'ai été recrutée dans cet hôpital, mais c'était vraiment pas pour un remplacement, enfin si c'était pour un remplacement, mais pour vraiment une tâche très spécifique, c'est qu'en fait, je m'occupe d'une enquête qui concerne les accidents de la vie courante, qui s'appelle l'enquête EPAC, qui est menée par l'Institut Santé Publique France, et dont le but est d'étudier le recours aux soins hospitaliers dans le cadre d'accidents de la vie courante. Et éventuellement, après, en vue de mettre en œuvre des campagnes de prévention et de mettre à jour la législation pour éviter ces accidents. Donc, Santé Publique France a proposé, donc à l'hôpital dans lequel je travaille, de mettre en place cette étude dans l'hôpital. Et donc, il fallait une personne référente. Et c'est moi qui ai été choisie. Donc je remplis principalement, donc la mission principale, c'est de remplir une base de données, donc à partir des documents des urgences, je reprends toutes les caractéristiques des accidents et je les reporte dans un logiciel spécial pour après les transmettre à Santé Publique France. Donc ça, c'est ma mission principale et ponctuellement, j'aide les secrétaires du service des urgences dans lequel je suis lorsqu'elles ont une surcharge d'activité ou qu'elles ont besoin de moi tout simplement. Donc vraiment, je suis sur 2 pôles principaux. Alors, peux-tu me détailler une journée type? Donc, la majorité du temps, je ne travaille... quand je travaille que sur mon étude, c'est toute la journée. Donc j'exporte un listing avec toutes les entrées du jour précédent. Ensuite, je consulte les comptes rendus de toutes ces journées. Et en fonction du fait que ça relève ou pas de l'enquête EPAC, je surligne le cas pour après rentrer toutes les infos. Donc je commence tout ça pour une journée donnée, donc ça me prend à peu près 1 heure, une demi-heure à 1 heure. Et ensuite, il y a tout un travail de report des données, donc je reclique sur le cas et après je reporte toutes les données cas par cas pour toute une journée donnée. Donc sachant que dans le service des urgences, il y a à peu près 150 entrées par jour. Moi, j'ai à peu près au maximum une 50aine de cas par jour. Donc je peux faire, on va dire, 2 jours sur une journée de cas reportés.
Et lorsque je dois travailler avec les secrétaires médicales, donc là, j'ai d'autres tâches à faire. Donc je peux exporter des listings, contrôler les cas. Parce que les actes, parce que les médecins prescrivent parfois et effectuent parfois des actes et oublient de les marquer. Donc il faut absolument que ces cas soient reportés sur les relevés d'actes en vue du remboursement pour l'hôpital, pour que l'hôpital soit payé. Donc c'est ça à peu près les principales tâches et les principales activités. Travailles-tu seul ou en équipe? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Donc pour l'enquête EPAC, je travaille seule et parfois quand je travaille avec l'équipe des secrétaires médicales qui sont pour l'instant 2, bientôt 3. Donc comment t'organises-tu? Donc ça je l'ai déjà expliqué. Donc tout d'abord, là de toute façon c'est vraiment spécifique. Donc peut-être que toi ça va pas te concerner plus tard dans ton métier de secrétaire médical. Donc vraiment c'est vraiment très spécifique. C'est une organisation qui est vraiment propre à l'enquête sur laquelle je travaille. Quelles sont les contraintes à respecter liées à ton activité? Donc c'est des contraintes liées au secret professionnel principalement, parce que tout ce que je vois, je n'ai pas le droit de le dire, même au secrétaire médical avec lesquels je travaille. J'en parle même pas à ma famille ni même à mon conjoint, quoi. Vraiment, il faut vraiment être une tombe et vraiment être très vigilant là-dessus, parce qu'il faut se mettre à la place des patients et se dire que si on était à leur place, on n'aimerait pas que ce qu'on fait ce qu'on a relatif au médical soit divulgué, quoi. Quelles sont les tâches secondaires ou occasionnelles? Donc ça, j'en ai encore parlé. Les tâches secondaires et occasionnelles, c'est quand je travaille avec les secrétaires médicales. Gardes-tu du temps pour toi? Oui, je garde un peu de temps pour moi, pour ce qui me tient à cœur. J'ai une famille, j'ai des amis, je m'intéresse à énormément de choses. J'ai cette chaîne YouTube, donc j'ai aussi l'envie de me lancer à mon compte en tant que secrétaire libérale. Donc ça me prend énormément de temps pour structurer ma future activité, pour rechercher déjà des clients, commencer déjà à chercher des clients. J'ai cette chaîne YouTube qui me tient beaucoup à cœur. Donc je garde quand même du temps pour moi. Quel impact a ton activité professionnelle avec ta vie privée? Comment concilies-tu vie privée et vie professionnelle? Moi, j'ai pas d'enfant, donc ça, c'est plutôt une question qui concerne les femmes qui ont des enfants. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une profession qui comporte certains avantages, notamment au niveau des horaires. Donc, c'est vrai que c'est une profession qui se prête vraiment pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc quand on a des enfants, il y a parfois la possibilité de ne pas travailler le mercredi, de travailler à 80% du temps. Donc c'est possible de concilier vie privée et vie professionnelle. Es-tu épanouie dans ton activité professionnelle? Oui, je le serai encore plus lorsque je serai à mon compte, parce que c'est vraiment mon rêve, quoi. Y a-t-il une bonne entente entre les médecins et les assistantes? Donc oui, l'entente est, je dirais, excellente. Dans le cadre de mon enquête, moi je suis amenée parfois à me déplacer à Paris, au siège de Santé publique France, avec les médecins référents. Donc on a quand même, on est vraiment proches, parfois 24 heures sur 24 ensemble. Une fois on a même loué un appartement pour dormir dans le même appartement toutes les 3 quand on y est allé. Donc c'était vraiment sympa, quoi. Et voilà, quoi. Les médecins ne se prennent pas forcément pour des êtres extraordinaires. Ce sont des gens comme tout le monde parfois. Donc c'était vraiment sympa, quoi. Es-tu épanouie dans ton activité? Donc oui, très épanouie, comme tu peux t'en douter. Y a-t-il une bonne entente entre... ça, j'ai déjà répondu. Quel logiciel utilises-tu? Donc, j'utilise... alors, ça dépend des ordinateurs sur lesquels je suis. Donc, quand j'ai de la chance, parce que c'est pas toujours les mêmes ordinateurs, contraintes matérielles oblige. Donc, dans le meilleur des cas, j'utilise Word et Excel. Il y a un logiciel spécifique à l'hôpital qui s'appelle HM ou Hospital Manager. Donc, ce sont...
C'est une question tout à fait légitime, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est compliqué d'y répondre parce qu'en fait, il y a presque autant de logiciels médicaux qu'il y a de structures médicales. Donc nous, ici, c'est Hôpital Manager, mais dans l'hôpital d'à côté, c'est un autre logiciel. Au CHR de Lille, c'est Sillage. Enfin, il y a énormément de logiciels. Donc, en fait, et même pendant ta formation, ça sert à rien d'apprendre un logiciel spécifique parce qu'il y a trop de logiciels différents et c'est pas toujours si compliqué que ça de naviguer dans le logiciel, donc ça nécessite pas vraiment d'apprentissage particulier, quoi. Est-ce que vous prenez des stagiaires dans l'hôpital dans lequel tu travailles? Oui. Est-ce que vous recrutez? Bah oui aussi. Même si il y a des rumeurs qui disent que l'hôpital va très mal, ce qui n'est pas faux. Il y a toujours des recrutements, même pour des secrétaires médicales. Moi, j'en vois sur le site de Pôle emploi. Donc, celles qui disent le contraire, qu'elles aillent faire un tour sur le site de Pôle emploi. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Donc, depuis 2015, donc ça va faire 4 ans. Quel est ton salaire? Donc, ça c'est une question un peu privée, donc je gagne, donc c'est pas des salaires mirobolants comme je le disais tout à l'heure, je gagne dans les 1370 €. Percevais-tu ce salaire à tes débuts? Donc moi je suis encore à mes débuts de secrétaire médical, hein, ça fait pas 30 ans que je bosse dans la fonction. Quelles sont les perspectives d'évolution? Donc les perspectives d'évolution, c'est de passer le concours et de devenir adjoint médico-administratif. Donc ça permet principalement d'avoir d'être titulaire de son poste en hôpital et de percevoir un meilleur salaire. Après, il y a comme évolution d'être team, donc technicien de l'information médicale. C'est pour travailler au DIM, donc au département de l'information médicale. Donc c'est tout ce qui est codification en vue que l'hôpital soit payé. Donc ça peut être très intéressant. Combien de temps as-tu mis pour être embauchée? Donc je ne suis pas embauchée, je suis toujours contractuelle. Donc voilà, j'ai répondu à 26 questions. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais ravie de répondre à tes questions. Je te rappelle que mon livre numérique, La recette de la lettre de motivation gagnante, est toujours dispo pour l'instant gratuitement, mais il va bientôt être payant, donc dépêche-toi de le télécharger. Je te mets le lien dans la description. Je te remercie beaucoup pour ton intérêt, pour tes questions et pour avoir écouté cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et à tout de suite dans le livre numérique. Salut!